Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir que dans Le Menteur de Corneille, le mensonge révèle les codes de la séduction amoureuse. Ce qu'on va essayer de voir dans cette série d'épisodes, celui-là et puis les suivants, c'est que le mensonge dans la pièce Le Menteur de Corneille n'est pas seulement un moyen de créer du comique, c'est aussi le reflet de la société et des mœurs de l'époque de Corneille. La pièce de Corneille, en fait, en se centrant sur les mensonges et sur l'imagination débridée de Dorante, son héros, eh bien, paradoxalement, elle est très proche de la réalité de son temps. Et elle est très loin de l'illusion et de l'imagination, comme on pourrait évidemment le penser. Puisque Corneille la situe dans des lieux qui parlent de manière extrêmement concrète au public contemporain, c'est-à-dire Paris, la galerie du Palais, la place Royale, la place des Tuileries, tout ça, ce ne sont pas des lieux vagues et indéterminés, comme c'est toujours le cas dans les comédies de cette époque, qui se passent dans un endroit qu'on ne peut pas identifier de manière précise, mais au contraire dans le monde dans lequel vit le public, les spectateurs et les spectatrices. Alors, les mensonges de Dorante, finalement, ils reflètent et mettent en lumière en premier lieu les conventions sociales de leur temps. Et ce qu'on va évoquer dans cet épisode, eh bien, c'est la conception de l'époque de la séduction amoureuse comme un jeu social qui est très codifié. Ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est que finalement, cette pièce, Le Menteur montre les mœurs, les habitudes, les comportements de l'époque, et non pas quelque chose de très éloigné de la réalité. Et on peut même penser qu'il critique tout ça d'une manière implicite, en tout cas à travers la superficialité qui se dégage de cette représentation des relations amoureuses. C'est pas une critique très forte, c'est une critique un peu amusée, un regard un petit peu amusé sur la société de son temps. Alors d'abord, il faut voir l'importance de l'apparence et de la réputation dans cette pièce. Les mensonges de Dorante, en fait, soulignent toujours cette importance très, très grande de l'apparence et de la réputation dans la société mondaine parisienne. Dès son arrivée à Paris, Dorante cherche à se construire une image prestigieuse. C'est ce qui est évidemment montré par le faux récit de gloire militaire qui développe dans la scène 3 de l'acte 1. Autrement dit, à Paris, les apparences sont trompeuses et il suffit de savoir se mettre en valeur soi-même pour réussir. C'est ce que dit finalement ce comportement immédiat de Dorante à Paris, et c'est notamment le cas auprès des dames. Et c'est d'ailleurs Cliton qui le révèle dès le tout début, à la scène 1 de l'acte 1, en disant « Des bien pires que vous s'y font assez valoir ». Des bien pires que vous s'y font assez valoir, eh bien, ça veut dire qu'après tout, il y a encore pire que Dorante. Il y en a qui sont de conditions plus basses encore et qui sont obligés d'inventer encore plus une condition sociale qui réussissent à réussir à Paris, comme si finalement c'était vraiment un monde de l'apparence. C'est vraiment une remarque très révélatrice que celle de Cliton, qui suggère donc que Paris est un endroit où on peut se réinventer, où l'apparence compte finalement plus que la réalité. Et dans ce contexte, les mensonges de Dorante ne sont pas seulement des manifestations de son caractère, ils sont aussi une stratégie d'intégration dans un monde où la réputation est essentielle. Et le premier mensonge de Dorante, il montre l'attrait pour les exploits militaires dans une société qui valorise encore les idéaux chevaleresques. Le fait que Clarisse et Lucrèce soient immédiatement impressionnées, séduites par le récit de Dorante montre à quel point l'apparence de bravoure, de courage est prisée dans les relations amoureuses de cette époque. Cette importance de l'apparence, elle n'est pas d'ailleurs l'apanage des hommes, puisque dès sa première entrée en scène dans la scène 2 de l'acte 1, Clarisse fait exprès de trébucher pour que Dorante lui prenne la main. La didascalie est révélatrice, puisque on lit Clarisse faisant un faux pas et comme se laissant choir, donc elle fait exprès de tomber en fait, et s'écrie « Aïe !» et Dorante lui prenant la main, c'est ce que dit la didascalie, « Et c'est pour moi, madame, un bonheur souverain que cette occasion de vous donner la main. » Ce geste, il confirme que les apparences, et même le mensonge en l'occurrence, règnent à Paris dans les relations entre les sexes. Il s'agit d'une mise en scène délibérée de Clarisse, d'un faux semblant qui est destiné à créer un contact en fait, à amorcer une relation de séduction. Et cette séduction, elle repose donc sur une forme de théâtralité où chacun joue un rôle et où la frontière entre la sincérité et la dissimulation est assez brouillée.
La séduction amoureuse, c'est donc, on peut le dire comme ça, un jeu social codifié, et c'est ce que montre la pièce de Corneille au public, qui le sait parfaitement, puisque ce jeu social codifié, eh bien, il y joue tous les jours. Juste après la citation que je viens de vous faire, donc à la scène 2 de l'acte 1, il y a un dialogue de séduction subtil, galant, qui fait complètement penser au débat amoureux des salons galants de cette époque, pour le jeune homme comme pour la jeune femme d'ailleurs. Je vous en lis un petit extrait. C'est Dorante qui commence et qui dit ceci. Un amant a fort peu de quoi se satisfaire des faveurs qu'on lui fait, sans dessein de les faire. Jugez par là quel bien peut recevoir ma flamme d'une main qu'on me donne en me refusant l'âme. Et Clarisse répond, je coupe un petit peu dans cet extrait, cette flamme, monsieur, est pour moi fort nouvelle, puisque j'en viens de voir la première étincelle. Mais peut-être à présent que j'en suis averti, le temps donnera place à plus de sympathie. Vous voyez que ce dialogue, il révèle en fait comment la séduction amoureuse fonctionne comme un jeu social qui est très codifié, puisque les expressions comme flamme, âme, sympathie appartiennent à un vocabulaire amoureux qui est très conventionnel, qui est presque ritualisé en fait. Et l'échange entre Dorante et Clarisse suit des règles, d'une espèce de danse verbale en fait, où chaque interlocuteur connaît les pas qu'il doit ou elle doit effectuer dans ce qui va aboutir à une espèce de rapprochement entre l'un ou l'une et l'autre. Et quand Dorante arrive devant la maison de Lucrèce pour le rendez-vous, c'est beaucoup plus tard dans la pièce, pour le rendez-vous qui est fixé par le billet, eh bien, il entame, persuadé qu'il est de parler à Lucrèce, qui est en fait Clarisse, un discours galant et enflammé, qui correspond tout à fait au code de cette époque. On peut citer 2 vers, à titre d'exemple. « Oui, c'est moi qui voudrais effacer de ma vie les jours que j'ai vécus sans vous avoir servi. » Vous voyez que cette expression ici n'est pas très originale, et en réalité, eh bien, on peut penser avec certitude que Corneille mime les discours galants et amoureux des codes de son époque. Ce type de déclaration un peu hyperbolique, où l'amoureux proclame que sa vie, avant la rencontre de celle qu'il aime, était sans valeur, fait partie complètement des conventions de la rhétorique amoureuse de cette époque. Et les mensonges de Dorante, ils s'inscrivent de fait dans un cadre qui est plus large de conventions sociales, où la vérité des sentiments importe moins finalement que leur expression conforme à des codes établis. Et cette conception de la séduction comme un jeu social est contemporaine du développement à l'époque de Corneille des salons, de ce qu'on appelle la galanterie, notamment autour de la chambre bleue de la marquise de Rambouillet. Et certains, on pourrait même dire plutôt certaines, membres de la haute société, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont très en avant de ce mouvement-là, eh bien opposent à la grossièreté affichée par une partie de la cour, qui est rustique, qui est ancienne, qui est plutôt dans l'art du combat et dans une virilité qui est déjà un petit peu, dans une conception de la virilité qui est déjà un petit peu démodée, eh bien, elles opposent à tout ça un certain raffinement, des jeux de l'esprit, l'art de la conversation entre des gens de qualité, de la noblesse qui appartiennent à une élite à la fois sociale et intellectuelle. Et parmi les thèmes les plus importants de ce nouveau milieu social, eh bien, on trouve ce qu'on pourrait appeler la casuistique amoureuse, c'est-à-dire l'étude des situations autour de la conquête d'une jeune femme noble par un homme qui est patient, galant, comme on dit, et poli. Et on le retrouve dans les romans de cette époque, à la suite d'un grand succès du tout début du siècle, l'Astrée d'Honoré d'Urfé, qui est écrit entre 1607 et 1628, et tout ça prend aussi la forme de l'idylle, un type de poésie pastorale qui se passe dans les bergeries, des histoires d'amour entre des bergers, souvent sous la forme de dialogues, et des bergères. C'est donc en tout cas l'apparition d'un état d'esprit qui est caractéristique du XVIIe siècle, qu'on appelle la galanterie. Et les personnages de la tragédie, comme ceux de la comédie, dans des conflits politiques, dans des histoires amoureuses, eh bien, ils ne peuvent exprimer leurs sentiments autrement qu'avec le vocabulaire et la manière galante. Et c'est ce qu'on attend chez le public cultivé des comédies, que Corneille cherchait à conquérir, en donnant une forme de noblesse nouvelle à un genre qui est à l'origine bas, celui de la comédie, et qui est méprisé par les gens de qualité, les gens qui se veulent l'élite intellectuelle qu'on appelle les doctes à cette époque-là dans la France ou même on pourrait dire dans le Paris du XVIIe siècle. Et donc tout en dépeignant ces codes,
Corneille semble, comme je vous disais au début, les critiquer un petit peu, les critiquer subtilement en tout cas. Et l'aisance avec laquelle Dorante trompe tout le monde souligne d'une certaine manière la superficialité des relations sociales. Et c'est Cliton d'ailleurs qui souvent est celui qui le fait remarquer, en disant le plus souvent que le succès social repose plus sur l'apparence que sur la réalité. Et la facilité avec laquelle Dorante s'intègre dans la bonne société parisienne, malgré ou grâce à ses mensonges, constitue une critique implicite de la vanité, de la superficialité des relations mondaines. Et même Clarisse, lorsqu'elle parle avec Isabelle de sa rencontre avec Dorante à la scène 3 de l'acte 2, exprime des doutes sur la sincérité du jeune homme. Et elle reste attirée par lui, ce qui montre la force des conventions sociales, évidemment. Mais elle l'exprime quand même. Et Dorante, lui, justifie ses inventions par la nécessité de plaire et de réussir socialement, justement. Et dans la scène 6 de l'acte 1, il explique à Cliton, dans ces termes, « On s'introduit bien mieux à titre de vaillant. Tout le secret ne gît qu'en un peu de grimace, à mentir à propos, jurer de bonne grâce. » Et donc cette justification cynique mais lucide du mensonge met en lumière la dimension théâtrale des relations sociales et amoureuses dans la société mondaine du XVIIe siècle. Elle suggère que le mensonge est presque nécessaire pour réussir dans ce monde où l'apparence prime sur la réalité. Et la pièce, de fait, pose une question assez fondamentale. Est-ce qu'il peut y avoir une sincérité, une authenticité dans les relations amoureuses, ou est-ce qu'elles sont condamnées à n'être qu'un jeu de masques et d'apparence ? Et la réponse de Corneille, elle est assez ambiguë, puisque on peut dire que s'il dépeint un monde où le mensonge est omniprésent, il laisse aussi entrevoir la possibilité d'un amour véritable qui transcenderait ces conventions. En tout cas, il accepte d'en rire, de les critiquer un petit peu. Et est-ce que la critique est très profonde ? Finalement, on peut en douter. En tout cas, on rit tous ensemble de ses propres travers, des propres caractéristiques un petit peu étonnantes et même un petit peu critiquables de notre propre société en tant que public qui est mis en scène à travers les personnages qui se trouvent dans l'histoire. Donc, les mensonges dans Le Menteur servent à révéler les codes de la galanterie, les codes des mœurs de la société mondaine. Et Corneille, à travers les personnages de Dorante, à travers ses inventions, met en scène et analyse les conventions sociales de son époque en offrant une réflexion profonde sur les rapports humains et les valeurs de la société. On peut dire que le mensonge, il devient un outil d'exploration sociologique qui dépasse sa simple fonction comique pour offrir un miroir un peu critique des mœurs contemporaines. À travers les exagérations, les impostures de Dorante, on nous invite à réfléchir sur la nature des relations amoureuses dans une société où l'apparence joue un rôle prépondérant. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur le mensonge comme révélateur des codes de la séduction amoureuse. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur mon site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao ciao.